L'Amérique du Nord. Des montagnes grandioses couronnent un paysage d'une stupéfiante diversité. Abritant plus de 500 millions d'habitants, ces villes immenses sont aussi uniques que les paysages qui les entourent. Mais comment l'Amérique du Nord s'est-elle formée? Quelles forces ont créé les caractéristiques de ce continent? Qu'est-ce qui lui a donné sa forme particulière? Voici l'extraordinaire histoire de la formation du plus ancien continent de la Terre, la naissance de l'Amérique du Nord. La Terre vue de l'espace. Une perspective unique qui nous permet de mieux comprendre les forces qui continuent de façonner notre monde. La Terre compte 7 continents. Vous allez découvrir l'histoire de l'un d'entre eux. L'Amérique du Nord occupe 60% de la superficie totale de notre planète, plus que l'Europe et le Moyen-Orient réunis. Elle abrite le parc national de Yellowstone, le Grand Canyon, le mont Saint-Helens et le plus grand ensemble de lacs d'eau douce de la planète, les Grands Lacs. Elle abrite également les roches les plus anciennes du monde, des roches qui ont permis de mettre au jour la spectaculaire histoire de notre planète et de révéler les secrets de la naissance de l'Amérique. Ce qu'il y a de fascinant avec cette planète, c'est que quelqu'un qui s'intéresse à la géologie peut étudier une couche de roche et découvrir qu'il ne s'agit pas d'une couche de roche, mais d'un ancien marais ou d'une ancienne dune de sable. Pour déchiffrer le passé de l'Amérique du Nord, les géologues doivent d'abord trouver son origine. Au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest, à quelques 300 km de la ville la plus proche, cet affleurement rocheux non loin de la rivière Acasta, est le premier chapitre de l'histoire de la naissance d'un continent. Le docteur Wouter Blicker travaille ici pour déterminer l'âge exact de l'Amérique. Ici, à Acasta, se trouve la plus ancienne croûte continentale. Ce sont des roches sur lesquelles on peut marcher et qui permettent de voir la naissance du développement continental. C'est ici qu'il commence. La formation de l'Amérique se déclenche il y a 4,6 milliards d'années, avec l'explosion qui a donné naissance au Soleil. Du gaz et des débris tourbillonnent autour de lui et 8 planètes finissent par émerger du vortex. L'une de ces planètes nouvellement formées semble n'être rien de plus qu'une boule de lave bouillonnante dont la température dépasse les 6500 degrés. La Terre est un enfer primitif. Les éléments les plus lourds, comme le nickel et le fer, s'enfoncent vers le centre de la Terre et forment son noyau. Les éléments les plus légers, comme l'oxygène et le silicium, remontent vers la surface et forment des océans de roches en fusion. Lentement, la surface de la Terre refroidit. La lave se solidifie et forme des agrégats de croûte. À mesure que cette croûte grandit, elle devient plus lourde et s'enfonce à nouveau dans le manteau. Sous la surface, elle fond une seconde fois. Les éléments les plus légers remontent et finissent par former une lave granitique. Le granit est moins dense que d'autres roches dans le manteau. Il flotte à la surface. En se solidifiant, il forme des étendues de terre. C'est comme l'écume d'une marmite de soupe. Si vous faites bouillir une soupe suffisamment longtemps, l'écume va se séparer et flotter par-dessus la soupe. C'est la même chose pour la croûte continentale. C'est l'écume de la Terre. Ici, à Acasta, cette écume est en fait une roche granitique appelée tonalite.
Les tonalites sont importantes car ce sont les premières matières à avoir donné une croûte continentale stable. Tous les continents renferment des morceaux de tonalite qui ont plus de 500 millions d'années. Ils forment des portions de croûte continentale appelées cratons. L'Amérique du Nord se compose d'au moins 6 d'entre eux. Afin de pouvoir dater la naissance de l'Amérique du Nord, les chercheurs doivent trouver le craton le plus ancien. Et pour ce faire, ils doivent dater la tonalite des 4 coins du continent. C'est une opération complexe. Ils recherchent des preuves microscopiques créées au moment où la roche s'est formée. Il s'agit de cristaux minéraux suffisamment résistants pour survivre à travers des éternités. Et parmi eux, l'un des plus résistants est le zircon. Le zircon contient de l'uranium-238, un isotope radioactif instable. Les scientifiques savent que cet isotope se désintègre et se transforme progressivement en plomb. Et surtout, ils savent précisément combien de temps prend ce processus. Imaginez que la moitié supérieure de ce sablier renferme de l'uranium-238 et que l'autre moitié contienne du plomb. En 4,46 milliards d'années, la moitié du sable représentant l'uranium tombera dans le compartiment représentant le plomb. C'est la vitesse de désintégration de l'uranium-238, sa période radioactive. En mesurant la quantité d'isotopes de plomb et d'uranium dans les zircons de la tonalite d'Acasta, les scientifiques peuvent déterminer l'âge exact de la roche et trouver de quand date cette partie de l'Amérique du Nord. La tonalite retrouvée près de la rivière Acasta dans les territoires du nord-ouest du Canada est âgée de 4,03 milliards d'années. C'est la roche la plus ancienne du continent nord-américain. Elle se trouve ici, à Acasta, à l'intérieur du noyau du craton des esclaves. Ces tonalites ont plusieurs milliards d'années de plus que la plupart des autres roches. Ce sont les roches les plus anciennes jamais découvertes. Le noyau du craton des esclaves nord-américains renferme donc le plus ancien bloc continental encore existant de la Terre. Le prochain défi consiste à déterminer à quoi pouvait ressembler l'Amérique du Nord embryonnaire. Le professeur Ron Blakey est un spécialiste de la cartographie des continents à l'Université du Nord de l'Arizona. Quand les premiers continents se sont formés, il y a environ 4 milliards d'années, ils étaient probablement éparpillés à la surface de la Terre. Mais cela remonte à tellement loin que la position des continents de l'époque ne peut être qu'une hypothèse. Voici notre planète aujourd'hui. 7 continents distincts, tous entourés d'eau. Mais si on enlève les océans, on voit que l'enveloppe extérieure, la croûte, couvre la surface de la Terre. Les croûtes les plus anciennes et les plus épaisses forment nos continents. Cela représente environ 40% de l'écorce terrestre. Le reste se trouve sous l'eau. C'est la croûte océanique. Elle forme une fine couche à la surface du manteau de la Terre, une couche de 2800 km d'épaisseur de roches en fusion surchauffée, le magma. La chaleur qui s'échappe du centre de la Terre crée des courants de convection dans le manteau. On pense que ce lent mouvement bouillonnant brise la croûte supérieure en plusieurs morceaux appelés plaques tectoniques. À certains endroits, le magma du manteau s'échappe à travers les trous entre les plaques. Alors qu'il s'élève et se solidifie, il forme une nouvelle croûte océanique et dissocie les plaques. À d'autres endroits, le magma entraîne la croûte océanique vers le bas et l'érode. En conséquence, la croûte terrestre est constamment en mouvement, se déplaçant d'environ 50 km tous les millions d'années. Le professeur de l'Université de l'Ohio, Damien Nance, est un spécialiste de la tectonique des plaques. On crée une sorte de tapis roulant et les continents sont transportés par ces tapis roulants comme des valises à l'aéroport.
Depuis environ 4 milliards d'années, le cœur bouillonnant de la Terre et le refroidissement de sa surface créent et déplacent ces portions de terre. Les cratons entrent en collision et forment des continents. Certains s'assemblent et forment des supercontinents. Le Val-Barra, le Rodinia, le Laurasie et le Gondwana. 3 milliards et demi d'années après que la plus ancienne croûte continentale encore existante se forme, le Gondwana se déplace lentement vers le nord du pôle sud en se brisant en plus petits morceaux. Ces morceaux s'assembleront ensuite avec d'autres pour former un bloc continental d'une taille incroyable. Et c'est de cela que l'Amérique du Nord finira par naître. Sur plusieurs milliards d'années, le mouvement de la croûte terrestre a façonné et déplacé des continents entiers. Quand ces blocs continentaux entrent en collision, ils produisent des montagnes. Voici les Appalaches, la plus ancienne chaîne de montagnes encore existante du continent. Aujourd'hui, elle s'étend sur près de 3200 km de Terre-Neuve au centre de l'Alabama. Mais quand elle est apparue il y a plus de 270 millions d'années, l'Amérique du Nord n'existait pas encore. Ces montagnes couronnaient un supercontinent appelé Pangée. À leur hauteur maximale, elles constituaient peut-être la chaîne de montagnes la plus élevée de la planète. Sur le bord de la route, dans les contreforts des Appalaches, Damien Nance, professeur de géologie à l'Université de l'Ohio, examine la géologie visible dans les Appalaches d'aujourd'hui. Ce qui peut s'apparenter à une paroi rocheuse tout à fait ordinaire pour l'œil non averti est en fait une pierre de rosette. Et elle décrit le tout premier phénomène de collision dans la formation des Appalaches. Ces strates de roches plissées sont un témoignage vivant des 3 collisions titanesques qui ont créé ces montagnes. Plusieurs milliards d'années après la création de la tonalite d'Akasta, 2 anciens continents commencent à entrer en collision. Alors que ces 2 continents se rapprochent, le fond de l'océan s'enfonce sous ce qui deviendra l'Afrique. Progressivement, l'océan disparaît. D'énormes sections des fonds marins sont poussées vers le bord du continent, créant des reliefs et des vallées. Alors que les continents poursuivent leur inexorable voyage, des blocs continentaux indépendants sont compressés entre les deux. Les débris s'accumulent, mais désormais sur la terre ferme. La collision continentale pousse les débris vers le haut, faisant grandir les montagnes des Appalaches. C'est l'équivalent géologique d'un accident de voiture. Si vous imaginez un accident entre un camion et une voiture plus petite, la première chose qui se produit est une collision entre l'avant de chacun des 2 véhicules. Et c'est ce qui s'est passé lors du premier phénomène de collision dans les Appalaches. Ensuite, le camion heurte le pare-brise. Et cela équivaut au 2e phénomène de collision dans les Appalaches. Pour finir, la voiture disparaît sous le camion. Et c'est en quelque sorte la collision climatique, celle qui a donné naissance aux Appalaches et qui a mis un terme à tout ce processus. Sur le bord de la route, on peut trouver la preuve de ces 3 phases de soulèvement. Et en datant les roches, les scientifiques sont en mesure de dire quand chacune d'elles s'est produite. La formation des Appalaches a duré près de 200 millions d'années. Le mouvement de ces blocs continentaux est de l'ordre de quelques centimètres par an. C'est très lent. C'est à peu près la vitesse à laquelle nos ongles poussent.
Ce processus de formation des montagnes implique des centaines de milliers de kilomètres cubes de roches. On pense que les Appalaches ont à l'origine atteint une altitude supérieure à celle de l'Himalaya de nos jours. Aujourd'hui, elles ne sont que l'ombre de ce qu'elles ont été. Et cette diminution est due à un autre puissant phénomène géologique, l'érosion. Les Appalaches étaient menacées par un autre redoutable ennemi, l'eau. Lorsque l'eau gèle, elle se dilate d'environ 8%. Cette bouteille d'eau gèle rapidement. La glace se dilate et la bouteille se brise. Les roches subissent la même action. L'eau qui gèle dans les crevasses les fait se fissurer. Lorsque la température augmente, la glace fond et emporte les débris. Le vent et la pluie contribuent au phénomène et lentement, ils ont la faculté de transformer totalement le paysage. L'érosion peut énormément dégrader une chaîne de montagnes, et on le voit très bien sur les Appalaches modernes. Les Appalaches modernes ne sont que les vestiges d'une chaîne de montagnes autrefois vaste et très élevée. Aujourd'hui, les montagnes érodées de la Pangée se situent en Amérique du Nord. La raison pour laquelle elles se trouvent ici s'explique par la prochaine étape de l'histoire de ce continent. Les continents retiennent la chaleur. Les continents agissent un peu comme un livre sur une couverture chauffante. Si vous posez un livre sur une couverture chauffante, il devient chaud. Le livre agit comme un isolant en retenant la chaleur sous lui. Les continents font la même chose avec la chaleur générée à l'intérieur de la Terre. Si vous assemblez un très vaste bloc continental comme la Pangée, la chaleur s'accumule sous lui. La Pangée est extrêmement étendue, presque aussi grande que nos 7 continents réunis. La température augmente sous le continent et le réchauffe. En absorbant la chaleur, la roche s'arque. Puis, en ses points les plus fragiles, elle se fissure, notamment le long de la ligne de la chaîne des Appalaches. C'est un phénomène appelé distension. En se fissurant, la Pangée crée de longues vallées étroites. Ces dépressions allongées se remplissent de sédiments emportés par les montagnes avoisinantes. Aujourd'hui, l'une d'entre elles est le bassin de Newark, des États de Pennsylvanie, New York et New Jersey. Ces sédiments, aujourd'hui solidifiés, ont été exploités en carrière. Aujourd'hui, vous pouvez les voir dans les rues de New York, où ils ont permis la construction de ces bâtiments de grès brun. Il y a 230 millions d'années, la distension entre l'Amérique du Nord et l'Afrique crée un océan, l'Atlantique. Alors que les 2 blocs continentaux continuent de se détacher, l'eau inonde le trou de plus en plus large. Le bloc continental que nous appelons Amérique du Nord est créé. Près de 4 milliards d'années après la formation du premier bloc. Sa forme et ses caractéristiques diffèrent du continent que nous connaissons aujourd'hui. D'autres phénomènes géologiques les modifieront. L'Amérique se construit par le mouvement des plaques, mais elle est façonnée par le feu, la glace et l'eau. Plusieurs millions d'années après la rupture de la Pangée, une mer peu profonde s'étend à travers le cœur du continent nord-américain. Elle s'appelle la route maritime intérieure ouest. Elle traverse l'Amérique du Nord de l'océan Arctique au golfe du Mexique. C'est le terrain de chasse de redoutables reptiles carnivores, les mosasaures et les plésiosaures.
Vous vous dites sans doute, il y avait une mer sur ce continent. Mais ce n'est pas si étonnant. L'Amérique du Nord est un continent assez vaste, mais son point culminant est le mont McKinley qui ne fait que 6000 mètres d'altitude. Vous avez donc un continent qui fait 6400 km de large et qui culmine à 6000 mètres. C'est très plat. Il épouse évidemment la forme de la Terre, et s'il s'abaisse légèrement, la mer peut facilement l'inonder. Et s'il s'élève, la mer se retire. Ce phénomène est appelé soulèvement. Il y a 70 millions d'années, un soulèvement géant rejette les mers intérieures et vide le continent. Le recul des mers laisse un riche mélange de sédiments dans son sillage. Avec le temps, ce fond marin deviendra les Grandes Plaines d'Amérique, une immense étendue de verdure allant jusqu'au Mexique à travers le Texas et remontant le Montana jusqu'au Canada. Kirk Johnson, le conservateur du Musée de la Science et de la Nature de Denver, est un spécialiste de cette région. Pendant 20 millions d'années, cette zone ne faisait pas 1 km de haut. Elle se trouvait à 190 mètres en dessous de la surface de la mer Salée. Si vous creusez un trou dans le schiste, vous trouverez les dents d'un reptile marin de 15 mètres, des fossiles géants de poissons, des ammonites, des palourdes d'1 mètre de long. Des choses qui prouvent qu'il y avait bien ici une mer. Le soulèvement évacue la mer des plaines intérieures. Plus à l'ouest, le même phénomène a un effet différent. Les résultats sont encore visibles aujourd'hui. Tout l'intérieur ouest de l'Amérique du Nord était extrêmement plat. Et il y a environ 69 millions d'années, les montagnes rocheuses ont émergé. La plupart des régions montagneuses apparaissent sur les bords des plaques en collision. Mais les Rocheuses du Colorado se sont formées à plus de 950 km du bord de la plaque pacifique. D'autres forces ont dû les faire sortir. La plaque en subduction de la côte ouest de l'Amérique du Nord, au lieu de plonger et de créer des volcans le long du bord du continent, a émergé. Comme une spatule sous une pizza. Les fissures dans la croûte permettent au magma granitique de s'échapper du manteau. Il remonte à la surface et crée des volcans. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord compte 262 champs volcaniques. La plupart d'entre eux ont eu un impact limité à la surface du continent. Mais il existe une exception. Cela s'appelle un supervolcan. Les supervolcans laissent d'énormes cicatrices sur le paysage, des marques qui sont visibles aujourd'hui. Voici une vue satellite de la plaine de la Snake River. Elle fait 645 km de long. C'est une large dépression plate qui couvre un quart de l'État de l'Idaho. Elle est bien connue pour ses champs agricoles fertiles. Cette terre renferme une preuve du mouvement graduel de la plaque nord-américaine sur un point chaud fixe dans le manteau de la Terre. Ce point chaud crée un lieu à la surface du globe qui connaît une intense activité volcanique pendant de longues périodes. Sous la croûte, des matières du manteau anormalement chaudes remontent à la surface. Quand l'Amérique du Nord dérive sur ce point chaud, cela laisse une preuve évidente de chaque éruption à la surface de la Terre. Aujourd'hui, le point chaud se trouve exactement en dessous du parc national de Yellowstone. Les limites du parc finiront par le dépasser, mais pour l'instant, Yellowstone est le plus grand système volcanique d'Amérique du Nord. Hank Isler est le géologue du parc national de Yellowstone. Essayer d'imaginer à quoi ressemblaient ces gigantesques éruptions est un vrai défi. Aucun humain n'a jamais été témoin de ce type d'éruption.
Mais les humains ont bien assisté à de très importantes éruptions par le passé. 18 mai 1980, État de Washington. Le mont Saint-Helens entre en éruption avec une force totale de 24 mégatonnes. C'est près de 1600 fois plus que la bombe qui a détruit Hiroshima. Mais comparé à une éruption à Yellowstone il y a 2 millions d'années, celle du mont Saint-Helens représente un changement mineur. Aujourd'hui, la caldeira de la dernière éruption de ce supervolcan forme le cœur du parc national de Yellowstone. Les caldeiras apparaissent quand le réservoir magmatique sous le volcan se vide à l'issue d'une importante éruption. Des fractures se forment dans la partie supérieure du réservoir. Elles font office de cheminée et quand le réservoir magmatique se vide, le centre du volcan s'effondre. Les scientifiques de Yellowstone ont calculé que l'éruption remontant à 2 millions d'années a rejeté 2450 km3 de matière volcanique dans la stratosphère. Pour comparer, c'est environ 6000 fois plus que le mont Saint-Helens. Mais qu'est-ce que 6000 fois plus veut dire? Eh bien, on est nombreux à avoir dépensé 1000 $ dans notre vie. Or, 6000 fois plus, ça fait 6 millions de dollars. Et on n'est pas nombreux à avoir dépensé 6 millions de dollars dans notre vie. Un supervolcan rejette des millions de tonnes de gaz sulfureux et de particules de cendres dans l'atmosphère. Ces déjections volcaniques réfléchissent les rayons du soleil. Ceux qui atteignent la surface de la Terre sont amoindris, ce qui déclenche souvent ce qu'on appelle un hiver volcanique. Les hivers volcaniques peuvent faire baisser les températures de la planète de 12 degrés. Et ces chutes de température ont également façonné l'Amérique du Nord moderne. Au cours de ces derniers milliards d'années, la Terre n'a globalement pas eu de neiges éternelles. Mais le rafraîchissement des températures a parfois contribué à couvrir la plupart du globe d'immenses manteaux de glace. Ce sont les périodes glaciaires. 200 000 ans après une éruption à Yellowstone, la Terre entre dans une période glaciaire. Des glaciers rocheux avancent et reculent sur la plupart du continent nord-américain, taillant et sculptant le paysage. Charles Merguerian, professeur de géologie à l'université Hofstra, est un spécialiste de la glaciation. Ces gros rochers sont comme des outils qui façonnent la surface de la Terre. Ils créent des creux et des rainures de quelques dizaines de centimètres. Cela revient à frotter sans cesse du fromage contre une râpe. Les rochers pris dans la glace creusent des rainures à la surface du continent à l'infini. Mais c'est le dernier polissage de la surface de la Terre, ainsi que la position des rivières, des ruisseaux et des vallées, qui sont le produit de la glaciation. Mais les glaciers ont un autre effet important. Au plus fort de la dernière période glaciaire, la terre ferme retient une telle quantité d'eau sous forme de glace que les niveaux de la mer baissent de 140 mètres. De nouvelles et vastes étendues de terrain sont mises à nu. À New York aujourd'hui, vous pouvez rejoindre le front de mer en quelques minutes. Pendant la dernière période glaciaire, cela prenait des jours. Pendant les périodes glaciaires, quand le niveau de la mer a baissé de 50 à 100 mètres, il fallait parcourir environ 300 km pour atteindre le littoral. Toute la côte est de l'Amérique du Nord était découverte pendant la dernière période glaciaire. La période glaciaire met tellement de terre à nu que le littoral américain est très différent d'aujourd'hui. La Floride est environ 2 fois plus large que de nos jours. Il y a 300 000 ans,
Le littoral nord-américain tel que nous le connaissons aujourd'hui est pris dans la glace. Ce n'est qu'à la fonte des glaciers que la vraie forme du continent apparaîtra. Il y a 300 000 ans, des glaciers de la dernière grande période glaciaire sculptent l'Amérique du Nord. D'énormes rochers pris dans la glace creusent des sillons dans la terre. Ils créent des dépressions dans le paysage. Et quand la glace fond, elles se remplissent. Les effets les plus évidents de la fonte glaciaire sont les grands lacs du nord des États-Unis. D'immenses étendues de terrain autrefois prises dans la glace ont ensuite été remplies par la fonte des glaciers. Les grands lacs nord-américains couvrent plus de 240 000 km². Ils sont suffisamment vastes pour inonder le pays entier sous 3 mètres d'eau. C'est le plus grand ensemble de lacs d'eau douce au monde, tellement vaste que ces lacs sont souvent décrits comme des mers intérieures. Ils sont apparus vers la fin de la dernière période glaciaire, lorsque d'immenses couches de glace ont fondu. En fondant, l'eau remplit des dépressions dans le paysage, créant des millions de lacs. Voici le plus exceptionnel, le grand lac salé d'Utah. Mais il était autrefois nettement plus grand. Le lac Bonneville couvrait près de 52 000 km². Salt Lake City est construite sur son lit. L'ancien lac existait il y a entre 30 et 14 000 ans. Marjorie Chan, professeure à l'université d'Utah, se trouve au-dessus de Salt Lake City, sur l'ancien rivage du lac Bonneville. Elle l'étudie depuis 6 ans. Nous nous trouvons sur l'ancien rivage du lac Bonneville. Il y a environ 15 000 ans, cette élévation de 1500 mètres et toute la vallée derrière moi était recouverte par un lac. L'île Antelope et l'île Stansbury étaient entourées d'une eau douce pleine de poissons et peut-être même que j'aurais eu les pieds dans l'eau. Nourri par l'eau fondue des glaciers en recul, le niveau du lac Bonneville augmente progressivement. Il y a 15 500 ans, le niveau de l'eau atteint les 1500 mètres, le déversoir naturel le plus bas pour le bassin. Au Red Rock Pass de l'Idaho, un col montagneux, le lac commence à déborder. L'eau vient s'abattre contre les rochers. Le col est fragilisé et finit par s'effondrer, relâchant l'eau du lac et causant une terrible inondation. « 450 000 mètres cubes d'eau jaillissent du lac chaque seconde, soit 150 fois plus que le débit des chutes du Niagara. La quantité d'eau qui jaillissait était énorme. C'était plus que le fleuve Amazon. C'était des quantités d'eau énormes. Et c'est ce que nous avons appelé la grande inondation. En un an environ, le niveau du lac baisse de près de 125 mètres, déversant 1500 km³ d'eau dans la plaine de la Snake River. Le lac ne cesse de se vider que lorsque le niveau de l'eau tombe en dessous du déversoir, au Red Rock Pass. L'eau restante commence lentement à s'évaporer, laissant derrière elle des cristaux de sel. En quelques milliers d'années, la quasi-totalité du lac disparaît. De vastes étendues de sel marquent ses frontières. Aujourd'hui, le Grand Lac Salé est tout ce qu'il en reste. Le Grand Lac Salé est une nappe d'eau vraiment particulière.
Il est 3 à 5 fois plus salé qu'un océan. Le lac compte près de 5 milliards de tonnes de sel et environ 2,5 millions de tonnes s'y ajoutent chaque année en provenance de la surface et de l'écoulement entre le rivage et l'eau. Le Grand Lac Salé est très différent d'un lac d'eau douce normal. Vous avez ici un verre d'eau douce et on va utiliser un œuf pour représenter le corps humain. Quand on met l'œuf à l'intérieur, il coule. Dans l'eau du Grand Lac Salé, on a une densité beaucoup plus importante de sel concentré avec l'évaporation. Et quand on plonge un œuf dedans, il flotte, comme le ferait un corps humain. À cause de son inhabituelle concentration en sel, on peut facilement flotter dans le lac, en particulier dans son bras nord, Gunnison Bay, qui est le plus salé. Surnommé mer morte de l'Amérique, le Grand Lac Salé d'Utah est tout sauf mort. Il offre un habitat à des millions d'échassiers et à du gibier d'eau qui se nourrissent des crevettes peuplant ses fonds. Le recul des glaciers de la dernière période glaciaire laisse sa marque partout en Amérique du Nord. On en voit la preuve dans les endroits les plus inattendus. New York, la fameuse mégapole américaine, est généralement associée au gratte-ciel et non aux glaciers. Pourtant, le passé géologique de New York a façonné la ville. Il y a seulement 20 000 ans, Manhattan et le Bronx étaient pris dans la glace. Si vous faites abstraction des joggeurs et des travailleurs en pause déjeuner, vous trouverez de nombreuses preuves du mouvement glaciaire, même à Central Park. Le docteur Charles Meguerian sait parfaitement repérer les signes. Imaginez une couche de glace d'environ 1500 mètres d'épaisseur. Imaginez la pression qui s'exerce à la base d'une couche de glace de cette épaisseur. Et cette énorme pression pulvérise littéralement la roche. Les rochers de Central Park portent les cicatrices de ces violentes poussées. On se trouve au centre d'une vaste roche exposée qui a été, en grande partie, détruite par un glacier. Il y a 20 000 ans, la ville de New York était couverte d'un manteau de glace de 1500 mètres d'épaisseur. Et on imagine bien comment une couche de glace de 1500 mètres d'épaisseur, avec d'énormes rochers pris dans sa base, peuvent créer un tel sillon. Le cycle abrasif de l'avancée et du recul des glaciers affecte même la forme de la ville. C'est incroyable, mais même la ligne des toits de New York est due à la géologie. Il s'avère que tous les grands immeubles de la ville, si emblématiques de New York, reposent sur de la roche. Si vous regardez Manhattan, vous distinguez une alternance d'immeubles plus ou moins hauts. Pourquoi? Parce que dans cette région se trouve une vallée très profonde qui a été sculptée par les glaciers, puis remplie à nouveau par des sédiments glaciaires. On ne peut pas construire des immeubles aussi hauts sur des sédiments meubles. La variation de hauteur dans l'architecture de New York permet donc de comprendre la nature de la géologie sous-jacente. La période glaciaire de l'Amérique du Nord arrive finalement à son terme il y a environ 8000 ans. Elle a façonné le littoral du continent et mis la dernière main au paysage. La glaciation a dessiné les villes en laissant derrière elles de grands lacs, des plaines et des montagnes. Le continent que nous connaissons aujourd'hui est enfin né. Voici l'Amérique du Nord continentale. Le continent que nous voyons aujourd'hui depuis l'espace est le fruit d'un cycle infini de cataclysmes et de créations. En plusieurs milliards d'années, la face de l'Amérique du Nord a radicalement changé, exactement comme les traits de notre visage avec le temps. L'histoire géologique de l'Amérique du Nord a dessiné le continent, tout comme notre histoire personnelle a dessiné notre visage. Nos éventuelles blessures, un nez cassé,
un coup de poing dans la mâchoire, se reflètent sur notre visage, tout comme le passé se reflète sur un continent. Les collisions entre les plaques tectoniques ont déformé le visage de l'Amérique du Nord, créant les immenses Appalaches et les Rocheuses. Ces vallées et canyons sont des plaies ouvertes, le témoignage du pouvoir d'érosion de l'eau. Et les immenses mers intérieures, depuis longtemps disparues, ont laissé les paysages fertiles de la Grande Prairie. La glace a mis la dernière main, gommant les aspérités du continent, remplissant les dépressions et créant les rivages. L'Amérique du Nord, comme tous les continents de la Terre, est un produit de la nature dynamique de notre planète. Une histoire en constante évolution. À l'avenir, le mouvement des plaques bouleversera le continent, comme il l'a fait si souvent par le passé. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, sous nos pieds. Voici la faille de San Andreas. Elle s'étend sur environ 1300 km à travers la Californie. C'est la principale frontière entre le Pacifique et les plaques tectoniques nord-américaines. Ces deux plaques bougent dans des directions opposées. La plaque pacifique observe un mouvement nord-ouest par rapport à la plaque nord-américaine. La Californie se fissure à raison de 50 mm par an. À ce rythme, dans 1 million d'années, la Californie se séparera de l'Amérique du Nord et deviendra une île, comme Hawaï. Mais ce n'est pas tout. Si l'on projette les mouvements des plaques de la Terre au cours des dizaines de millions d'années à venir, le visage du continent tout entier devient méconnaissable. Dans 50 millions d'années, l'océan Atlantique se sera élargi. Il aura éloigné New York de l'Afrique en faisant dériver le continent sur le point chaud de Yellowstone. Le Minnesota se trouvera sur un supervolcan. Dans 100 millions d'années, la vallée de la Napa et la région de la baie de San Francisco seront devenues les montagnes de l'Alaska. L'océan Atlantique continuera à s'élargir. Une zone de subduction se formera le long de son littoral ouest et à terme fera disparaître l'océan Atlantique, annonçant une collision entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Dans 200 millions d'années, la côte est de l'Amérique n'existera plus. L'Amérique du Nord et l'Europe entreront en collision pour créer un nouveau supercontinent. New York se trouvera au milieu d'une chaîne de montagnes, une nouvelle fois au centre d'un immense bloc continental, comme c'était le cas il y a 500 millions d'années. Voilà sans doute l'avenir de ce continent, mais sur une période qui dépasse largement les limites de notre existence. Il existe néanmoins d'autres changements dont l'humanité sera témoin. Dans les siècles à venir, le continent nord-américain pourrait changer du tout au tout. La Floride pourrait se retrouver en grande partie sous l'eau et New York connaître une Atlantide des temps modernes. C'est une vision apocalyptique de l'avenir de l'Amérique du Nord, mais c'est nous qui en sommes responsables. Pour la première fois dans la longue histoire de la Terre, les phénomènes naturels qui forment les continents de la planète sont influencés par l'homme. Les humains sont des agents géologiques très puissants. Voyez les champs cultivés qui s'étendent sur des centaines de milliers d'hectares.
Voyez l'expansion des villes sur des dizaines de kilomètres carrés qui ont complètement modifié le paysage. À la fin du siècle, on pense que la population des États-Unis aura doublé. Pour loger notre population en constante augmentation, nous construisons de nouvelles villes. L'industrialisation, notre utilisation des énergies fossiles et notre grande histoire d'amour avec l'automobile ont énormément augmenté les niveaux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Le gaz carbonique retient la chaleur dans l'atmosphère, ce qui augmente l'effet de serre. Les calottes glaciaires fondent et les niveaux de la mer commencent à augmenter. Jeremy Weiss est un spécialiste du réchauffement de la planète à l'Université d'Arizona. Il dresse un tableau extrêmement noir de l'avenir de l'Amérique du Nord. Avec le réchauffement de la planète, il y aura certainement des gagnants et des perdants. Mais les perdants seront beaucoup plus nombreux que les gagnants. En 2005, plus de 400 km² de glace du Groenland et de l'Antarctique ont fondu dans la mer. Si la glace du Groenland fondait complètement, cela relâcherait suffisamment d'eau pour élever tous les océans du monde de 7 mètres. Avec la fonte des glaciers, la forme de l'Amérique du Nord changera. C'est l'effet baignoire. Quand vous remplissez la baignoire, la forme de l'eau change. Donc, quand les glaciers fondront, le niveau de la mer augmentera et les villes côtières seront complètement submergées. L'augmentation du niveau de la mer associée au réchauffement de la planète noieront littéralement l'Amérique du Nord. La forme de l'Amérique du Nord pourrait changer radicalement, en particulier les États bordant le golfe du Mexique et la côte atlantique. Les États de Louisiane, Floride et Caroline du Nord seront les plus touchés par rapport à la perte de territoire et l'augmentation du niveau de la mer. Pour minimiser ou inverser la tendance, il faut réagir sans attendre. À court terme, dans les 100 et quelques prochaines années, la forme et la nature du continent nord-américain changeront. Mais c'est nous qui déciderons de l'ampleur de ce changement. À long terme, nous n'aurons aucune incidence sur les phénomènes naturels ancestraux de croissance et de destruction. Ils sont impossibles à contrôler. Les formidables forces qui ont créé l'Amérique du Nord sont toujours à l'œuvre. Nous ne serons pas là pour voir les conséquences de ces changements. Mais peut-être que d'autres générations étudieront leur nouveau continent et découvriront des preuves de notre époque, tout comme nous avons mis au jour l'histoire de l'Amérique du Nord jusqu'à aujourd'hui.